Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis William Wallace. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. À l'aube, regardez à l'est. La menace revient à l'est. Réunis en défiance de la tyrannie. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Ah, moi, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre. Il faut se battre. Arrêtez de crier, monsieur, je vous assure, c'est pénible. Alors nous ferons face, ensemble. Oui, il me semble, monsieur, que vous tremblez. Oui, c'est l'humidité. Vive la République, vive la France. Nous sommes en guerre. Vous avez entendu les paroles très précises et très acérées. Mobilisez-vous. Et toute la presse suit. Alors attention, depuis hier, la patrie a besoin de vous. La patrie a besoin de vous. La menace russe est là. La Russie est une menace. L'innocence est révolue. Enfin, voilà le discours d'Emmanuel Macron hier, l'allocution. C'était pas l'appel du 18 juin, mais c'était pas très loin. Attention, la République vous appelle. Le danger est là. Les Cosaques arrivent. Non, je ne veux pas être du tout ironique, mais il y a vraiment une atmosphère, alors cette fois-ci, de veille de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous signale qu'aujourd'hui même, il y a un sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bruxelles, avec en principe les 27 chefs d'État et de gouvernement européens qui seront là, conseil extraordinaire consacré à l'Ukraine. L'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que effectivement Trump est en train d'abandonner le terrain à l'Europe en disant écoutez, débrouillez-vous? Zelensky va-t-il revenir chez Trump pour négocier les terres rares? Tout cela, question. Qu'est-ce qu'ils répondent? Et alors donc, le discours d'Emmanuel Macron, très mobilisateur. La Russie est une menace, il faut être prêt. Certains disent déjà, on va prendre dans l'épargne des Français pour soutenir l'effort de guerre. Et puis là, ce matin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou considérerait le déploiement de forces européennes de maintien de la paix en Ukraine comme une implication officielle de l'OTAN dans la guerre contre la Russie, dont les déclarations de Sergueï Lavrov. Donc, on est quand même dans un climat où, en tout cas, verbalement, et pas seulement verbalement, la tension monte. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, on va en parler, évidemment, tout de suite avec Alexandre Delval, que nous sommes toujours heureux d'accueillir. Nous allons aussi parler de ce qui se passe avec l'interview de François Fillon. Nous allons expliquer avec Sabrina Medjeber, que nous sommes aussi très heureux de recevoir, qu'est-ce que c'est qu'être français, puisque François Bayrou veut lancer un débat sur l'identité française. Un de plus, on va voir. Et puis, de 13 à 14 heures, dans la culture dans tous ses états, avec Céline Alonso, nous recevons Antoine Lefébure pour une passionnante histoire sur quoi? Le secret d'État. Y a-t-il encore aujourd'hui des secrets d'État? On en parle. À tout de suite, attachez vos ceintures, ça va être cette fois-ci très rock'n'roll. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Guerre des mots, guerre des armées, fausse guerre, qu'est-ce qui se passe vraiment? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la... Alors voilà, on peut se demander si certains Français ont réagi comme Boris Vian avait réagi, mais c'était la guerre d'Algérie, c'était en 1956, cette chanson, Le Déserteur, par rapport et en face aux déclarations d'Emmanuel Macron à son allocution hier à 20h.
devant 15 millions de téléspectateurs. Voilà. Et il a dit, on en a parlé au début de l'émission, voilà, il faut faire très attention. Il y a une vraie menace russe, il y a une menace russe sur le continent. Nous devons continuer à aider l'Ukraine. On ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont être toujours là ou pas? Le doute sur la suite. Donc nous entrons dans une nouvelle ère, etc., etc. Pendant ce temps, on voit déjà les réactions russes. Un sommet, encore une fois, un sommet exceptionnel européen aujourd'hui, avec les 27 chefs d'État et de gouvernement européens. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit plusieurs livres, on vous a reçu à plusieurs reprises pour vos livres, et toujours avec intérêt, bien sûr, et plus que ça. Le dernier, Vers un choc global, aux éditions du Toucan, de l'artillerie du Toucan. Alors, est-ce que c'est des bruits de bottes, des bruits de voix, ou effectivement des bruits, à votre avis, des bruits quand même qui annoncent des mobilisations générales, je ne dirais pas un peu partout, parce que d'un côté, on voit Trump et Zelensky, le clash de vendredi, l'apparent rabibochage d'hier, parle de paix, en tout cas Trump et Poutine vont se voir bientôt, et en Europe, c'est exactement le contraire, ou en tout cas pas du tout la même chanson, pas du tout les mêmes paroles. On se mobilise. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Moi, je pense que ce qui se passe, c'est essentiellement du théâtre. Vous allez voir bientôt l'interview que j'ai réalisée d'un très grand militaire, ancien des forces spéciales, Olivier Krohn, et qui est plutôt pro-ukrainien. Donc il y a vraiment rien de commandé là-dedans ou de suspect. Et dans l'interview qui va paraître bientôt, il le fait un état des forces européennes, mais c'est lamentable. Pour un demi-milliard d'habitants, l'Union européenne, me dit-il, et il confirme ce que disent beaucoup de commentateurs, ne peut pas envoyer plus de 40 000 personnes, mais au grand maximum. Vous voulez dire attendez, Alexandre, il lui dit que toute l'Union européenne ne peut pas envoyer plus de 40 000 hommes, c'est ça? L'Union européenne plus les Anglais ne peuvent pas envoyer, mais au grand maximum, me dit-il, 40 000 personnes en même temps, parce que pour avoir 40 000 personnes en même temps et en permanence, il faut un roulement, et il faut en avoir à peu près 120 000 de disponibles, et il me dit on ne peut pas faire plus. Et alors ceux qui disent oui, on va augmenter les budgets de défense, bientôt on aura une armée européenne, mais ça se fait pas en 3 jours. On n'a pas de gros avions transporteurs, on n'a pas d'avions ravitailleurs comme on l'a vu pour la guerre en Libye, comme on l'a vu au Mali. À chaque fois qu'on fait des petites guerres contre des pays très faibles, très faciles à renverser, même là, pour quelques mois, on a besoin des avions transporteurs, des avions ravitailleurs américains au bout de quelques heures. On n'avait même pas de drones. La France est en retard sur les drones. Nous sommes incapables de livrer la moindre guerre, et il faudra au moins 5 à 10 ans pour pouvoir être un peu moins pire. Ça veut dire quoi? C'est du gonflement de muscles pour avoir l'air d'être le Churchill, le leader européen qui n'est pas lâche comme les autres, etc. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce discours, parce que augmenter les budgets militaires, c'est très bien. Faire une armée et une coopération de différentes armées européennes pour moins dépendre des Américains, c'est très très bien. Alors peut-être que c'est du mensonge et de l'exagération pour une bonne cause, mais qu'est-ce qui vous a frappé alors dans le discours, Alexandre? Vous disiez. Ce qui m'a le plus choqué, c'est rappelez-vous vers la fin. Ça m'a vraiment choqué, j'ai tout de suite compris. C'est ce que j'appelle le syndrome Georgescu ou le syndrome roumain. Il dit à la fin, toute vérité n'est pas forcément une vérité. La notion de vérité reste à définir. Il faut voir ce qu'on appelle une vérité. Et il dit, la liberté d'expression ne doit pas être n'importe quelle liberté d'expression, et parfois elle peut être limitée. On nous prépare à un syndrome roumain. Ça veut dire que l'Union européenne confirme sa dérive, les pays de l'Union européenne confirment une dérive qui consiste à nous faire peur avec une menace russe qui est une menace pour les Ukrainiens, mais pas pour nous. Aucun pays de l'Union européenne n'est menacé directement. Vous voyez, derrière moi, il y a un tableau. Je viens de faire mon cours en anglais avec mes étudiants internationaux de géopolitique. Et dans la conception classique de la géopolitique, un ennemi, c'est celui qui vous flingue, qui vous égorge dans votre baignoire ou sur votre terrasse. Bien sûr, qui vous envahit physiquement. Il vous envahit physiquement votre territoire, il attaque physiquement votre population et il détruit vos institutions. Donc la Russie est incontestablement l'ennemi de l'Ukraine.
Mais elle n'est pas encore l'ennemi des pays baltes, même si ça pourrait. Et elle l'est absolument pas pour la France. Donc on nous ment quand on nous dit que la Russie est l'ennemi existentiel. C'est pour ne pas parler de l'autre ennemi. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre en 2018, Les vrais ennemis de l'Occident. On nous parle de l'ennemi russe pour ne pas parler de l'ennemi interne. Et je regrette de le dire, mais M. Vance a tout à fait raison lorsqu'il a dit aux Européens « La menace existentielle qui peut vous faire disparaître, ce n'est ni la Chine et sa concurrence, ça c'est un problème économique, ni la Russie, sauf pour l'Ukraine », parce que là il parlait à l'Union européenne, bien sûr. Européenne, et c'est une menace interne, c'est l'immigration non contrôlée et le terrorisme islamiste, bien sûr, mais c'est aussi vos reniements à vos propres valeurs de John Locke et de la démocratie et de tout ce qu'on nous dit tout le temps. La liberté va être réduite de plus en plus, et Macron l'a carrément préparé hier au nom d'une menace russe. La bonne chose de ce discours, c'est que en exagérant la menace russe pour la France, qui n'en est pas une, ça va permettre de faire admettre aux gens des sacrifices pour augmenter les budgets militaires. Le problème, c'est que plutôt que de prendre sur la bête et le mammouth et de limiter les énormes défenses, l'IFRAP, qui est très sérieuse, ça fait plein d'études, on pourrait économiser des dizaines de milliards sur les dépenses inutiles et les trafics. Oui, on l'a dit depuis longtemps, ça, oui, tout à fait. Eh bien non, on va ponctionner les Français en leur disant, pour les endormir, on ne va pas augmenter les impôts, mais on va augmenter des prélèvements obligatoires, on va réduire les retraites, on va dérembourser les médicaments, alors qu'on n'enlève pas les cartes fraudées. Oui, mais pire, Alexandre Delval, attendez, il y a deux choses que vous venez de dire qui me paraissent quand même importantes. C'est que, en fait, sous le prétexte de combattre la Russie, on va combattre la liberté d'expression, quelque part. Je veux dire, en schématisant. Regardez, un exemple concret que même un anti-russe pourrait dire, un anti-russe primaire pourrait dire. On n'a jamais interdit Al Jazeera, une télévision qui a relayé Ben Laden pendant des années et qui a fait le relais des révolutions arabes au profit des frères musulmans. Al Jazeera, le pays qui aide les talibans et les Somaliens djihadistes, les fameux pirates somaliens djihadistes, d'Al-Shabaab, etc. Al Jazeera n'a jamais été interdite. Et une dizaine de chaînes arabes développent chaque jour, même sur des fréquences libres, même pas payantes, des déversements de haine antisémite. Ça n'a jamais été interdit. Et Al Jazeera, qui a carrément aidé des terroristes, qui a relayé également le Hamas, mais pas que le Hamas, je parlais des Shabab et des Daesh et compagnie. Mais par contre, on a interdit RT, qui ne menaçait pas existentiellement les Français en les attaquant sur les terrasses. Là, on a interdit RT. En Roumanie, on a arrêté et mis en résidence surveillée. On a empêché quelqu'un qui remontait dans les sondages après l'annulation de sa première victoire. On nous prépare à ce que ça devienne normal dans les pays européens de faire taire des gens qui n'ont pas un discours atlantiste, l'atlantisme devenant de plus en plus européiste, puisque si Trump lâche un peu l'atlantisme deviendra la structure de défense unique de l'Union européenne. Mais alors justement, Alexandre Delval, c'est très intéressant, intéressant, en même temps très préoccupant et peut-être même terrifiant, ce jeu à front renversé. C'est-à-dire comment même où Trump dit, écoutez, pour des raisons d'ailleurs pas seulement évidemment morales et autres, des zones d'intérêt, je me retourne moi vers l'Asie, je vais m'occuper effectivement de l'Amérique et de faire que l'Amérique est sans dépenser. Est-ce que ça peut aller sans dépenser des sommes folles pour l'Ukraine? Est-ce que ça peut aller, à votre avis, au moment où effectivement les chefs d'État et de gouvernement européens vont se réunir en session extraordinaire, en conseil extraordinaire, pour dire voilà ce qu'on va faire pour l'Ukraine et en tout cas vis-à-vis de la Russie, en même temps, lui, il va voir Poutine d'ici 2 semaines ou 3 semaines, je parle de lui, Trump bien sûr. Et en même temps, on nous dit ici, vous avez entendu, il faudra, et un certain, président de banque a dit, il faudra puiser dans l'épargne des Français pour soutenir l'effort de guerre. C'est même pas une question d'impôt, c'est une question de puiser dans l'épargne des Français. Ça va quand même très loin. Est-ce que, à votre avis, ça reste de l'ordre du gonflement de biceps et du jeu des effets de manche, ou effectivement ça peut déboucher de part et d'autre sur autre chose? Ça peut déboucher sur autre chose. J'ai beaucoup travaillé il y a des années sur
un rapport concernant le bail-in. Pour nos auditeurs, le bail-in, c'est quand on va saisir des avoirs de petits porteurs pour payer la dette de banques, d'État. Ouais. Chypre avait été ruiné à cause des emprunts grecs et l'Union européenne n'avait pas été solidaire et on avait enraciné la fameuse loi Sapin. On va pouvoir ponctionner en 24 heures pendant la nuit. Moi, j'ai une amie chypriote qui avait gagné cet argent tout à fait honnêtement. C'était pas des oligarques russes, comme on a dit. Ouais, elle a perdu... de nuit, 2 millions d'euros. Elle a perdu toutes les économies de sa famille dont elle avait hérité. Eh bien, on nous prépare à ça. Quand je parle à des banquiers, ils me disent très souvent, bientôt, l'idée de l'Union européenne, c'est de supprimer le liquide pour l'hypercontrôle par les traçages, etc. Ouais. Et bientôt, nous préparer à ce que les riches soient ponctionnés s'ils ne veulent pas. Effectivement, on ne va pas augmenter les impôts, mais d'ailleurs, on nous l'a annoncé hier, on a dit qu'il faudrait que les milliardaires participent à l'effort de défense, qu'ils donnent une partie de leur... Vous verrez, dans un temps pas si lointain, on nous préparera des ponctions. Dans la nuit, on se réveillera, on a tout ce qui sera au-dessus de 100 000 euros, parce que c'est la loi, au-dessus de 100 000 euros, si ce n'est pas un compte société, si ce n'est pas des titres, mais un compte courant, on pourra vous prendre ce qui dépasse 100 000 euros. Alors, il y a beaucoup de gens parmi nos auditeurs qui vont me dire, tant pis pour eux, moi, je n'ai même pas 20 000 euros, je les comprends. Mais pour celui qui a mérité beaucoup bien sûr, et qui a travaillé toute sa vie et qui a fait tout ce qu'il y avait à faire, bien sûr, et ils sont nombreux. Absolument. Donc, on nous prépare à des ponctions sur nos remises en question de la liberté et de propriété. D'ailleurs, l'idée de prendre les avoirs russes et non pas uniquement les intérêts ou de s'en servir pour des garanties, pour des prêts pour financer la défense, c'est déjà le début d'un vol. Mais imaginez les autres pays du monde qui ne sont pas très démocrates. Ils ne voudront plus placer dans la zone Europe. Bien sûr. L'Europe va devenir une zone qui est synonyme de confiscation d'avoirs et non sécurité juridique. Donc pour vous, Alexandre Delval, au fond, aujourd'hui, on voit cette espèce d'extraordinaire renversement et bouleversement. En fait, est-ce que l'Europe n'est-elle pas en train, enfin l'Union européenne, disons, et l'Angleterre aussi, en l'occurrence, qui n'appartient plus à cette UE, n'est pas en train de quoi? D'essayer, c'est une fuite en avant pour l'Europe, c'est quoi? Non, je pense que l'ennemi russe, qui est réel pour certains pays comme l'Ukraine, et je ne dis absolument pas, mais qui n'est pas réel pour les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, reste un ennemi, ce qu'on appelle un vrai ennemi pour les uns, pas pour les autres, mais un ennemi utile qui permet de justifier des réductions de liberté, des réductions d'acquis sociaux, des réductions en général de droits et une démocratie qui va de plus en plus définir. Vous savez qu'en géopolitique, nous on définit l'ennemi comme celui qui attaque votre territoire, votre population et vos institutions. La nouvelle dérive, c'est de dire l'ennemi, c'est déjà celui qui pense pas comme vous et qui distille des petits venins idéologiques qui vont réveiller des cinquièmes colonnes. Mais si on prend ce critère, l'Algérie est encore plus l'ennemi, il faut lui déclarer la guerre. La Turquie, qui alimente plein de communautés de loups-gris et de miliguluches et plein d'organisations totalement hostiles à nos valeurs, c'est un ennemi. On pourrait parler aussi du Pakistan, des frères musulmans. On pourrait parler de l'Amérique, qui pendant des années a fait de l'ingérence et avec la NSA... Des coups d'État et des renversements de régime. Oui. Pardon ? Non, ils ont fait des coups d'État et des renversements de régime. Jeffrey Sachs en a dénombré une centaine. Si on définit l'ennemi comme celui... Pardon, je vous ai coupé. Si on définit l'ennemi celui qui influence votre opinion politique, n'empêche que l'opinion, il est content d'avoir voté pour Georgescu en Roumanie. On l'a pas obligé. TikTok a favorisé les espaces où on entend le discours de Georgescu, mais comme l'a dit Vance, les gens ont aimé ce discours, donc c'est pas forcément antidémocratique. Si on définit l'ennemi comme celui qui va faire un peu d'influence chez vous, alors on en a plein des ennemis, à commencer par les Américains, par les Anglais, à commencer par... Non mais là on part dans des dérives, tout à fait, on part dans des dérives complètement folles. Alexandre Delval, on va continuer d'en parler, merci beaucoup, on va suivre toute cette actualité et on va notamment la suivre avec vous, parce que effectivement commence ici et depuis quelque temps une nouvelle ère, les plaques tectoniques sont en train de bouger à toute vitesse et qui vivra verra, on espère qu'on vivra en tout cas pour le voir. Merci. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors c'est quoi être français? Vous allez me dire, attendez, c'est quoi cette question?
vous voulez qu'aujourd'hui, nous sommes en mars 2025 et on va encore se poser la question de savoir c'est quoi être français. Mais oui, puisque François Bayrou, le Premier ministre que le monde entier nous envie, vient de poser cette question, veut faire des conventions citoyennes à ce sujet. Alors de quoi s'agit-il? On en parle avec Sabrina Medjeber. À tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Flotte, petit drapeau, flotte bien haut, image de la France. Et ben voilà, c'était pour entraîner les piou, j'allais dire, les soldats en 39, 1939. Flotte, petit drapeau. Eh bien, François Bayrou, notre Premier ministre, a souhaité élargir le débat sur le droit du sol à une question sensible relative à l'identité nationale et à l'immigration. Et, dit-il, je le cite, « aux 3 vertus républicaines, liberté, égalité, fraternité qui fondent la nation, je suggère pour ce débat d'ajouter la laïcité et le contrat social. » Enfin, il parle de tout cela, donc il va lancer ce débat au cœur des questions d'assimilation et d'insécurité. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour André Berkoff. Heureux de vous accueillir, vous êtes essayiste, vous êtes auteur de votre plus récent bouquin, vous en avez écrit plusieurs, Le dévoilement français aux éditions Le Lys Bleu. Tout à fait. Et le dévoilement français, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous comprenez et pourquoi que, vraiment, moi, ça m'a semblé tout à fait, je veux dire, sidérant de dire, allez, on va encore parler de... Ça veut dire qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui ce que c'est qu'être français. On ne sait plus. Alors, non seulement on ne sait plus ce qu'est être français, mais pendant 40 ans, nous avons atomisé la société française, précisément au regard du communautarisme qui s'est installé, méthodiquement organisé par nos élites. Nous en avons encore eu l'exemple ce matin avec le maire de Marseille, visiblement à qui il doit une mosquée. C'est-à-dire que nous avons des politiques qui ont distillé un ordonnancement communautaire au sein de notre société, au sein de notre République. Oui, il a dit « je dois une mosquée ». Je dois une mosquée, voilà. Donc ce qui s'est passé à Marseille est très illustratif, si vous voulez, des germes du séparatisme qui ont inoculé le tissu républicain français depuis 40 ans. Mais cela répond évidemment à une idéologie immigrationniste qui a été favorisée par ces élites mondialiste qu'on accuse aujourd'hui justement et précisément finalement de refaire ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'aurait pas dû faire depuis 40 ans, c'est-à-dire formaliser, métaboliser l'unité de la nation française. C'est-à-dire que aujourd'hui, François Bayrou, pour escamoter bien évidemment un débat inflammable sur le droit du sol, puisqu'en vertu de l'indivisibilité de la République, il ne peut pas faire à Mayotte ce qu'il peut. Enfin, il fait à Mayotte ce qu'il ne peut pas exactement sur le reste absolument de la métropole. Donc, pour escamoter le débat inflammable du droit du sol, il a préféré nous refaire un Sarkozy bis sur l'identité nationale en nous posant cette question: qu'est-ce qu'être français? Mais nous avons envie de lui répondre, Monsieur Bayrou, qu'est-ce qu'être français? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit juste de respecter nos lois, nos valeurs, et de se faire respecter, peu importe la religion qui est la nôtre, peu importe l'ethnie qui est la nôtre. Nous aspirons simplement à ce que nous soyons respectés en tant que femmes sur l'ensemble du territoire français, en tant qu'hommes sur l'ensemble du territoire français. C'est ça la citoyenneté française. C'est une contingence qui va au-delà de la religion, au-delà de l'ethnicité, au-delà donc de l'assignation à résidence et de l'instrumentalisation idéologique et politique à des fins communautaristes ou l'inverse. Tout à fait. Et effectivement, on se demande pourquoi ce que vous avez dit de façon très claire et très précise n'est pas appliqué. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis,
Alors on en a beaucoup parlé, mais quand même, vous avez encore donné l'exemple du maire de Marseille, mais que depuis 40 ou 50 ans, tout à fait, des gens qui sont chargés de nous protéger, je parle des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire, au contraire, divisent, alimentent en tout cas la division. Il y a évidemment des porteurs de flammes, mais il y a l'huile sur le feu, et cette huile est fournie par ces gens qui sont censés au contraire travailler à l'unité de la nation, qu'elle soit l'unité de la mémoire, l'unité de l'identité, l'unité de l'habitation, etc., de la culture, bien sûr, de la civilisation. Et à votre avis, encore aujourd'hui plus que jamais, on a l'impression que vraiment ça part dans des forces centrifuges qu'on alimente et qu'on protège. Ces forces centrifuges que vous appelez, cher André Berkoff, ce sont des clans que l'État potentialise. On parlait de Benoît Payan tout à l'heure, mais ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du tissu métropolitain, c'est l'alliance justement du renforcement de ces clans par à la fois précisément le tribalisme islamique, qui est le soubassement théorique au passage à l'acte djihadiste, d'une part, mais également le narcotrafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des élus comme Éric Piolle qui tendent vers une sorte de narco-citoyenneté qui invite même les habitants... sciemment, parce que c'est grave. Je pense qu'il y a une partie de la gauche située à l'extrême de son échiquier qui légitime, qui encourage, qui organise et qui légitime les actions des délinquants par une idéologie de l'utopie diversitaire, une idéologie immigrationniste, l'idéologie du droit à la différence, l'idéologie du venez comme vous êtes, l'idéologie de l'islamophobie, le fameux dispositif frériste, aujourd'hui qui est utilisé par nombreux de ces élus. Je rappelle d'ailleurs qu'Éric Piolle avait soutenu le burkini dans les piscines de sa ville. Donc il faut s'habituer au terrorisme comme il faut s'habituer au narcotrafic. Ah, mais absolument. Donc aujourd'hui, absolument, il y a en France aujourd'hui des territoires qui sont co-gérés à la fois par les islamistes, à la fois par les narcotrafiquants. Donc évidemment, on peut critiquer le manque, si vous voulez, de budget criant sur le régalien comparativement aux dépenses sociales. Donc évidemment que l'État a un rôle, puisqu'il ne budgète pas assez son appareil régalien, mais au demeurant, il y a aussi une idéologie qui encourage non seulement l'installation de ces tropismes et de ces logiques, mais pire encore, qui légitime les réactions de ce caïda, les réactions de ces délinquants, parce qu'ils estiment que les enfants issus de l'immigration sont de pauvres victimes d'une société ontologiquement là aussi, on coupable. Les assigne à Absolument. ça, alors, ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que dans leur discours, ils sont français de papier. Quand on critique cet aphorisme français de papier, on nous ramène, nous, qui précisons que précisément du fait de leur code culturel, ils ne sont pas français, mais en même temps, ils sont français quand ils commettent des actes djihadistes ou alors qu'ils profèrent des propos antisémites et ou islamistes qui va de pair, quoi. Ou alors qu'ils dealent, etc. Ou qu'ils dealent, absolument. Fait, c'est intéressant parce que, vous savez, il y a ce dicton, je ne sais plus quel écrivain a écrit ça, il dit qu'il y a plus grave que les semeurs de haine, ce sont les trafiquants ou les marchands d'excuses. Absolument. Bah, c'est tout à fait ça. C'est l'idéologie de l'excuse permanente chez ces élus d'extrême gauche que l'on retrouve. On l'a vu avec l'affaire Traoré, on l'a vu récemment avec l'affaire Naël. La France insoumise légitime en permanence les actions des délinquants comme une réaction à un État oppresseur, colonialiste, avec toute la rhétorique indigéniste, revancharde, colonialiste, pour culpabiliser en permanence les Français. Et ça fait 40 ans qu'on culpabilise les Français sur l'immigration. Et ils sont tellement, les Français sont tellement, si vous voulez, rassénérés de ce discours que, évidemment, le plébiscite est très fort. C'est pour ça que François Bayrou s'empare de cette question. C'est pour ça que le politique comprend, parce qu'il le voit, il regarde les sondages, il écoute les plébiscites, que ce soit sur la laïcité, le recul de la laïcité à l'école, la menace qui pèse sur l'école, le terrorisme islamiste, l'islamisme, etc. Le rapport d'égalité homme-femme qui se dissipe peu à peu. Les Français sont inquiets, c'est normal. Et Sabrina Medjeber, dans la lutte idéologique, quel rôle joue entre effectivement une droite sidérée, il faudra qu'on en parle, parce que vous parlez de la gauche, mais la droite, les réactions de la droite ne sont pas hallucinantes quand même là-dessus. Je veux dire, il y a une sidération
sidération quand même qui est là, dont il faudra parler. Mais juste un mot, quel rôle joue le wokisme, qui est certes l'apanage d'une minorité, mais qui existe dans cet affrontement? Le wokisme, alors déjà, il a été théorisé en France. Il faut se souvenir des écrits de Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Il a été importé aux États-Unis. Il a explosé dans les années 80 dans les campus, avec le fameux mythe de la blanchité à déconstruire. Et aujourd'hui, il s'est finalement métabolisé avec toute forme d'exigence de cette finalement dictature des minorités, c'est-à-dire l'intersectionnalité. Donc, au nom du fait d'être musulman, d'être noir, d'avoir grandi dans des classes sociales subalternes, finalement, voilà, exactement. Nous, vous, les blancs, les hommes hétéronormés de plus de 50 ans, qui vous nous avez, pardon, oui, voilà, c'est ça. Vous avez voilà, absolument. Opprimé, tant opprimé, etc. Absolument. Ouais. Vous nous devez aujourd'hui le droit de grâce et le droit absolu. Nous devez réparation. C'est précisément ce que je veux dire. Le droit absolu à réparation. Donc le wokisme, c'est l'alliance de l'islamisme, c'est l'alliance du féminisme intersectionnel, c'est l'alliance de la transidentité, c'est l'alliance en réalité, voilà, de toutes ces luttes, de tous ces agrégats comme ça de personnes qui considèrent qu'elles sont les figures, voilà, des minorités opprimées. Mais Sabrina Medjeber, pourquoi? Alors, j'ai commencé à parler. Comme vous expliquez quand même qu'une partie de la droite, enfin, il ne s'agit pas d'ailleurs de simplement, mais on parle de la gauche, on parle effectivement des trafiquants d'excuses. Mais la droite est sidérée aussi, très joint, elle rejoint la gauche là-dedans. On ne parlait pas de ça, on généralise pas, mais quand même, la question ne sera pas posée, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qu'appelle Philippe de Villiers dans son ouvrage mémoricide, la droite. C'est-à-dire la façon dont a eu la droite pendant 40 ans de se soumettre à la gauche culturelle. Ça s'est vu par les réformes dites sur le sociétal. Récemment, avec la constitutionnalisation de l'IVG, on a bien vu que le Sénat était très enclin à la constitutionnalisation de l'IVG parce que c'était une sollicitation au départ de la Macronie. Donc, et ça, des exemples comme ça, il y en a une myriade qui ont été actés pendant la vie politique française depuis 40 ans. Donc la droite, je pense qu'elle est effrayée aujourd'hui de ne pas faire ce fameux jeu de l'extrême droite. Je pense qu'il y a aujourd'hui une idée. Mais c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur l'immigration, ils sont d'extrême droite. Lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur leur appauvrissement, du fait de l'inflation par exemple, ils sont d'extrême droite. Lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur le fait que les femmes ont peur de sortir dans la rue aujourd'hui, elles sont d'extrême droite. Lorsqu'on dénonce les OQTF qui violent nos femmes, qui assassinent nos filles, eh bien, on est d'extrême droite. Donc, si vous voulez, et la droite qui ne s'est jamais réellement emparée de ce sujet, comme le disait Chevènement, parce qu'elle a abandonné la nation, eh bien, aujourd'hui, elle marche sur des œufs parce qu'elle sait que entamer un débat sain, c'est pas un débat clivant, un débat sain sur cette question, absolument. C'est un débat de bon sens. Elle prend le risque de faire le jeu de l'extrême droite. Donc elle préfère se coucher à la gauche par facilité idéologique plutôt que d'affronter ces débats par pureté et combat politique réel et sain pour la nation. Alors justement, Sabrina Medjeber, on boucle la boucle, mais on en reparlera avec vous dans les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À quoi peut servir cette injonction ou ce désir du Premier ministre François Bayrou d'organiser des conventions citoyennes sur qu'est-ce qu'être français en ajoutant la laïcité, le contrat social? Parce franchement, ça sert à quelque chose? Ça sert strictement à rien, simplement à masquer l'échec de ces élites qui pendant 40 ans ont atomisé la famille, ont atomisé la nation et ont atomisé l'école. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça commence déjà par le courage des politiques à affirmer ce que nous sommes, où nous sommes et comme nous sommes. En fait, c'est toujours, on revient à ça, une question de courage et d'autorité. Merci Sabrina Medjeber. Je vous en prie, avec plaisir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Il est toujours intéressant de suivre effectivement les propos, que ce soit de journalistes ou de politiques, sur les chaînes, sur les radios, parce que de temps en temps on s'emballe et c'est intéressant de voir comment effectivement quel tour peut prendre certains propos. Écoutez ce qui s'est passé le 4 mars, donc hier, C'est dans l'air sur France 5. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à Londres. Oui, c'est à peu près ce qu'on a dit sur Trump et Vance. Alors vous allez me dire de quoi vous parlez. Eh bien, c'était C'est dans l'air, un journaliste, Antoine Victide. On l'a interrogé sur Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Et on lui a demandé son avis. Il était là pour participer. Et voici ce qu'a dit ce journaliste. Il a moqué des armées qui n'ont pas fait la guerre depuis 30 ou 40 ans. La France et l'Angleterre étaient visiblement dans le viseur. Ça a beaucoup heurté les militaires, naturellement. Les méthodes sont importantes, en fait, parce que quand on est face à des personnalités politiques d'un nouveau type et d'un type néofasciste, je pense qu'on peut le dire, s'agissant de Vance et donc de Trump, les mots sont des armes. Et la moquerie, l'injure, l'agression, le mépris des morts, la subversion de la vérité, ça nous rappelle des choses. Ce sont des marqueurs d'un fascisme, d'une extrême droite fascisante au pouvoir, et c'est ça qu'incarne. C'est vrai que c'est toujours très compliqué quand on lâche ce mot dans un débat, mais vous considérez désormais que c'est applicable à ce que sont en train de devenir les États-Unis? De néofascisme. Il y a une dimension révolutionnaire en plus dans le Trumpisme. Il y a une forme de néofascisme. Alors évidemment, je me protège par ce terme de néo, parce que le fascisme nous rappelle des choses très européennes, et les États-Unis ont une histoire évidemment américaine, mais il y a aussi une histoire d'un fascisme européen. Il y a cette tentation, il y a cette pulsion récurrente à l'échelle des 80 dernières années, et donc on en est là. Voilà, on en est là. Mais dites-moi, ça c'est le journalisme, on en est là, on se protège, c'est ça. Au lieu d'expliquer, Trump et Vance ne se conviennent pas des gens qui n'ont rien fait de leur vie, Vance non plus, etc. Ils ont un CV, ils ont une vie, ils ont un parcours. Et quand un journaliste, quel qu'il soit, se contente de dire « Ah, c'est un fasciste, c'est extrême droite, c'est néofasciste », mais qu'est-ce que c'est que cette paresse intellectuelle? Qu'est-ce que c'est que ce vide absolument neuronal qui consiste, au lieu effectivement de traiter l'information, de voir que Trump et Vance, ils ont dit des choses, on peut être pour, on peut être contre, on peut ne pas être d'accord, alors c'est des fascistes. Et puis attention, non, je me protège, c'est des néofascistes. Voilà, il faut pas dire néofasciste embêtant, parce que l'Amérique c'est particulier. Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas avoir ce niveau. Ce n'est pas possible d'arriver à ce niveau de rachitisme du bulbe, pardon. Vraiment, je veux dire... Moi, ça me rend malade qu'il y a des gens qui occupent le micro et qui sont incapables de la moindre réflexion fasciste, extrême droite, comme expliquait très bien Sabrina Medjeber. Voilà, quand on n'a rien à dire, quand on n'a pas d'argument, quand on n'a que des béquilles, eh ben on dit extrême droite et ça règle le problème. Lamentable. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, le retour. Alors quel retour? Eh bien, Maud Koffler, c'est le retour de François Fillon dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, François Fillon. Vous avez lu son entretien, donc? Absolument, un entretien fleuve de François Fillon, 10 pages d'entretien, de conversation avec Tugdual Denis, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors on n'avait plus l'habitude de l'entendre, François Fillon, depuis sa défaite en 2017, à part dans quelques rares tribunes. La dernière remonte à septembre 2024 sur le site agirenorient.org. Il y évoquait l'impuissance du peuple libanais face à l'extension du conflit israélo-palestinien et la diplomatie européenne illisible déjà dans le contexte justement de la guerre en Ukraine. Alors qu'est-ce qu'il dit dans cet entretien? De quoi il parle? Il se répand sans donner l'impression de sermonner qui que ce soit. D'ailleurs, il le dit, je n'ai de leçons à donner à personne, mais je veux simplement faire partager mes convictions sur l'urgence vitale d'un effort de redressement national. Alors politique étrangère, culture, sécurité intérieure, tout y passe évidemment, et l'ancien Premier ministre ne cache pas son inquiétude quant à l'escalade des tensions internationales
internationale. Mais François Fillon distingue deux principales menaces pour la paix mondiale, la rivalité entre la Chine et les États-Unis et la montée du totalitarisme islamique. Et pas la Russie qui en ce moment effectivement fait la une de... Et non, pas la Russie dont il juge la menace infiniment moindre par rapport à celle de l'islamisme qui se répand dans le monde entier. Pour François Fillon, la Russie a commis une erreur en déclenchant cette guerre et les Occidentaux se sont trompés de stratégie du début à la fin en cherchant systématiquement à appartenir au camp du bien. Aujourd'hui, les relations entre l'Europe et la Russie sont quasi irréparables et les États-Unis négocient pour eux-mêmes, dit-il. Et pour achever la stratégie de l'Union européenne, Fillon dénonce l'incohérence de ses dirigeants avec cette phrase « Les voilà qui passent d'un atlantisme béat et finalement illusoire en matière de sécurité à un appel pathétique à la défense européenne qui n'ont cessé de combattre. » Donc voilà pour le chapitre que je vous invite à lire intégralement. En tournant les pages, on découvre sans surprise que l'ancien Premier ministre soutient à 100% la politique de Bruno Retailleau. Oui, bien sûr, LR comme lui. Hein. Absolument, qu'il déplore l'inconsistance et l'impuissance de notre politique étrangère vis-à-vis de l'Algérie et qui donne quand même un cours d'économie au président de la République et conclut sans annoncer un quelconque retour en politique avec le seul désir de voir la France renaître. Eh ben on verra, quand on est drogué dur à la politique, on verra si effectivement ce sera le cas. Merci Maude. Voilà, François Fillon, on va suivre.